Merci. Bon, d'abord, merci pour cette invitation. Je suis ravi de venir présenter ici un certain nombre d'idées et de réflexions qui tournent autour de cette question « Le monde existe-t-il ?», que j'ai volontairement mis sous une forme un peu provocante, il faut le dire, mais qui, en réalité, traite d'un problème qui est très ancien et qui a reçu tout au long de l'histoire, depuis l'Antiquité, des réponses qui sont à la fois très diverses et très différentes. C'est le problème du réalisme, sur lequel je vais revenir tout de suite après pour le préciser. Ce que je voudrais dire en préambule, c'est que ce problème-là est un problème qui a préoccupé la plupart des penseurs depuis l'Antiquité. Les philosophes grecs, déjà, avaient un certain nombre de réponses contradictoires sur le sujet, et qu'on pourrait se demander pourquoi on va encore reparler de ce même sujet. Et la raison en est que la plupart du temps, les positions de ces penseurs, on va dire jusqu'au début du XXe siècle, voire même jusqu'à la moitié du XXe siècle, étaient des positions qui tenaient essentiellement à leurs convictions personnelles, ou qui tenaient à des sentiments, ou qui tenaient au fait qu'ils adhéraient à un certain nombre de croyances ou de mythes. Mais dans les discussions qui s'instauraient entre les différents protagonistes, il était toujours possible de récuser ce que disait son adversaire, pour la bonne raison que ça ne reposait que sur un certain nombre de croyances qu'on pouvait tout à fait refuser d'accepter. Ce qui change depuis, on va dire, le début, le premier quart, enfin le deuxième quart plutôt du XXe siècle, c'est que nous avons maintenant une théorie qui s'appelle la mécanique quantique et qui nous a donné un certain nombre d'informations qui sont de nature, non pas à donner une réponse définitive à cette question, bien évidemment, ça serait très prétentieux d'imaginer ça, mais qui en tout cas nous donnent un certain nombre de raisons beaucoup plus solides et scientifiquement établies de réfuter certaines des positions anciennes. Donc ce que je vais présenter ici va avoir deux natures. La première des choses, c'est que je vais montrer, à condition bien entendu qu'on croit à la mécanique quantique, et je reviendrai aussi là-dessus parce qu'il est toujours possible d'imaginer que, et c'est le cas de certains physiciens qui sont minoritaires, mais qui existent quand même, il est toujours possible de penser que la mécanique quantique puisse être revue d'une certaine manière et réinterprétée différemment. Mais moi, je me placerai dans le cadre standard de la mécanique quantique habituelle. Et si on accepte ce cadre, eh bien, je vais vous montrer qu'un certain nombre d'idées qui sont intuitivement tout à fait satisfaisantes et que partagent la quasi-totalité des gens qui n'y réfléchissent que de manière spontanée, eh bien, ces idées-là ne sont plus acceptables aujourd'hui. Cela élaguera en quelque sorte l'arbre des différentes positions possibles. Bien évidemment, cela ne conduira pas de manière univoque à une position finale et définitive, mais en tout cas, on aura un peu élagué parmi toutes les possibilités qui ont été émises dans le passé. Alors, quel est le problème qu'on se pose? Le problème, c'est le problème du réalisme qu'on appelle souvent le réalisme métaphysique et qui consiste à dire qu'il existe une réalité extérieure, qu'on appelle quelquefois la réalité en soi, qui est indépendante de l'expérience d'observateur et de la connaissance qu'on en a ou qu'on pourrait en avoir. En gros, c'est la position que nous avons tous dans notre vie quotidienne. Nous pensons tous, spontanément, que nous vivons dans un monde qui est fait de tables, de chaises, qui sont bien là, qui sont conformes à ce qu'on en voit, et que si on sort de cette pièce, les tables et les chaises ne vont pas brusquement disparaître, ou devenir molles, ou se transformer en autre chose, et que le monde est bien tel qu'il nous apparaît. Ça, c'est une position qu'on appelle le réalisme, quelquefois dit naïf, parce que c'est le réalisme qui vient a priori à l'esprit de la plupart des gens, et on pense que cette réalité, qui est à peu près conforme à ce qu'on en perçoit, est constituée qui sont d'entités intelligibles, qui sont régies par des mécanismes qui nous sont accessibles. Ça, c'est la position, grosso modo, que la plupart des gens spontanément ont, et je dirais que c'est la position qu'aujourd'hui encore, la plupart des scientifiques partagent, à l'exception de certains scientifiques dans certaines disciplines, dont les physiciens, et dont, encore une fois, certains physiciens, puisque même parmi les physiciens théoriciens, il y en a qui continuent à se battre pour essayer de maintenir cette attitude. Alors ces positions-là ne sont pas tranchées, il y a des débats qui sont tout à fait ouverts en ce moment, même entre les physiciens qui y réfléchissent, parce qu'il y en a qui font de la physique sans réfléchir à ces problèmes-là, ils disent que ce n'est pas de la physique, c'est de la philosophie, et ils n'ont pas tout à fait tort, mais en même temps, la physique et la philosophie ont toujours joué un rôle intriqué, important,
Et aujourd'hui, le débat reste ouvert. Ce que je voudrais aujourd'hui, c'est vous montrer un certain nombre de choses qui sont difficilement réfutables pour certaines, je le signalerai, et d'autres qui sont un peu plus prospectives et qui sont encore discutables, et dont nous pourrons éventuellement débattre avec, à la fin, pour conclure, une position qui est la position que je défends personnellement et qui, elle, est très prospective et complètement discutable. Mais ça sera à vous de voir si vous l'acceptez ou si, au contraire, vous la jugez totalement inacceptable. Cette position de réalisme naïf, au réalisme métaphysique, est en fait quelque chose qui est complètement naturel dans le cadre de la physique classique. Alors la physique classique, c'est quoi? Eh bien, essentiellement, elle est constituée de trois grands domaines qui ont dominé la science jusqu'à la fin du XIXe siècle, début du XXe. C'est d'une part la mécanique newtonienne, qui décrit la dynamique des corps qui sont soumis à des forces, comme la gravitation ou à des forces de contact lors de collisions. C'est l'électromagnétisme qui décrit le comportement des corps chargés électriquement dans des champs électromagnétiques. Et c'est la thermodynamique qui décrit le comportement des gaz. Et dans le cadre de cette physique classique, eh bien, les choses sont relativement confortables parce qu'on peut parfaitement adopter la position qui consiste à dire que le monde est effectivement constitué d'entités. Alors on sait aujourd'hui que les tables et les chaises, c'est pas aussi simple que cela parce que c'est composé d'atomes, et on sait aussi que les atomes, c'est beaucoup de vide. Mais d'une certaine manière, on se satisfait de cela en disant les atomes sont comme des petites billes, même si on sait qu'il y a beaucoup de vide à l'intérieur. Il y a des électrons qui tournent autour d'un noyau. Alors il y a du vide, mais en même temps il y a des forces qui permettent d'équilibrer tout ça, ça reste dur. Et les électrons, comme les noyaux des atomes, composent tous les corps qui nous entourent, et ils ont des propriétés comme des petites billes. Ils ont des propriétés bien déterminées qui leur appartiennent en propre. Ça, c'est une position qui finalement est confortable, même s'il y a un petit recul en arrière par rapport à l'époque où on pensait que la matière était dure parce qu'il n'y avait pas autant de vide. Mais enfin, on s'en accommode assez bien de ce vide. Et finalement, la physique classique a produit ces théories-là, qui sont des théories extrêmement efficaces, dans la mesure où, à partir du moment où on connaît l'état initial d'un système, et je vais beaucoup revenir sur cette notion d'état parce qu'en mécanique quantique, ça joue un rôle essentiel. L'état d'un système en physique classique, c'est tout simplement le recueil de la valeur des propriétés physiques possédées par l'objet. Chaque objet possède un certain nombre de propriétés physiques. Ces propriétés physiques ont des valeurs. Et l'état d'un système, eh bien, c'est simplement la liste des valeurs possédées par les propriétés de ce système, qui sont appartenant proprement au système, qu'on soit là d'ailleurs pour les regarder ou pas. En général, il y a le vieil aphorisme qui dit que de toute façon, la Lune avait une position bien définie, même à l'ère primaire, quand personne n'était là pour la regarder. Donc les objets macroscopiques ont en tout cas des positions ou des propriétés qui sont définies, qu'on soit là ou pas pour les observer ou pour les voir. Eh bien, la physique classique a mis en avant un certain nombre de formalismes qui permettent de prédire l'évolution dans le temps des propriétés, donc de l'état, de ces systèmes-là, et cela de manière déterministe. C'est-à-dire que, essentiellement, si on oublie le problème qui est lié à la trop grande complexité des données à traiter, eh bien, on est dans une situation de principe où si on connaît la totalité des composants de l'état d'un système, la totalité des valeurs possédées par les propriétés d'un système, eh bien, les équations de la physique classique nous permettent, dans tous les cas, de prédire ce qui va se passer dans le futur. On va être capable de prédire le comportement, la trajectoire d'une boule de billard qui est poussée sur un tapis. On va être capable de prédire les éclipses de lune, ou on va être capable de calculer la température d'un gaz si on réduit son volume de moitié. Et ça marche très bien. Eh bien, toutes ces idées-là qui finalement sont parfaitement en adéquation avec l'idée que le monde est composé d'un certain nombre d'entités qui sont régies par des lois et que nous pouvons appréhender de manière simple et aisée et qui ont une existence objective, que nous ne faisons que constater en quelque sorte ce qui existe à l'extérieur de nous. Tout cela qui est parfaitement compatible avec la physique classique est remis en cause d'une manière, de plusieurs manières même, que je vais vous décrire, avec la mécanique quantique. Alors, l'état d'un système, comme je l'ai dit, c'est par exemple pour une boule de billard sa vitesse et sa position. Ça peut être pour un gaz sa température, sa pression et son volume. Et en fait, ce qu'on cherche d'une manière générale, c'est à prédire de manière déterministe en physique classique l'évolution dans le temps des valeurs possédées par le système.
En mécanique quantique, au départ, c'est-à-dire, vous savez que la mécanique quantique est née en 1925, aux alentours de 1925, parce qu'il y a une longue histoire, mais la mécanique quantique, au sens moderne du terme, est apparue en 1925, eh bien, les prétentions des physiciens étaient évidemment les mêmes. On voulait prolonger les exploits de la physique classique au monde microscopique, et on avait des problèmes. Une petite précaution oratoire. Je vais me placer dans l'hypothèse où on considère que la mécanique quantique est une théorie qui fonctionne. Je ne vais pas, dans mon exposé, ça serait un autre exposé possible, mais je ne vais pas, dans mon exposé, vous montrer ou vous décrire toutes les positions alternatives de certains physiciens qui ont essayé de trouver d'autres théories que la mécanique quantique. Il y a un certain nombre de tentatives qui ont été faites, qui aboutissent à des conclusions de toute façon qui ne seront pas très différentes à la fin de celles que je vais obtenir, mais ça serait un autre exposé. Donc là, je vais me placer dans un cadre où la mécanique quantique, je vais supposer que c'est la théorie que nous avons et que nous l'acceptons sans trop faire de problème. Alors, pourquoi la mécanique quantique est-elle née et quelle différence y a-t-il avec la physique classique au départ? Eh bien, quand on a essayé au départ, dans les années 1900, de prolonger la physique classique pour décrire l'état des systèmes microscopiques, on a échoué. C'est-à-dire qu'il y avait tout un ensemble de problèmes que la physique classique ne permettait pas de traiter. Première chose, par exemple, avant l'avènement de la mécanique quantique moderne, Bohr et Rutherford avaient, et vous avez tous appris ça aussi, il y a un certain nombre de choses que je vais dire que vous savez tous, puisque vous avez tous fait de la mécanique quantique au moins en partie, et donc je vais décrire un certain nombre de choses que vous connaissez déjà, puis ensuite j'irai un petit peu plus loin. Ça, c'est historique. On connaît tous l'atome de Bohr-Rutherford. Et le problème, qui était le modèle planétaire, l'analogie, c'était le noyau proton-neutron autour duquel tourne l'électron. Et selon la physique classique, normalement, l'électron attiré, qui est négatif, qui est de charge négative, attiré par le noyau qui est de charge positive, aurait dû tournoyer et s'effondrer sur le noyau en un temps extrêmement court. Et les atomes n'auraient pas dû être stables. Et la physique classique échouait totalement à expliquer cela. Une deuxième chose était cette fameuse explication donnée par Planck sur le rayonnement du corps noir, qui n'arrivait pas à être expliquée par les lois de la physique classique, par les lois de la thermodynamique classique, et pour lesquelles Planck a été obligé de faire une hypothèse, qu'au début il a pris d'ailleurs pour une hypothèse théorique, mais à laquelle il ne croyait pas, qui était l'idée que l'énergie soit quantifiée. C'est-à-dire qu'elle ne puisse pas se manifester de manière continue, mais qu'il y ait des niveaux d'énergie et qu'entre ces niveaux d'énergie, il n'y ait pas de possibilité pour le système d'être dans une énergie qui soit intermédiaire. Cela a fonctionné au départ, mais personne ne comprenait ce que ça voulait dire. Le premier qui a pris au sérieux l'idée de la quantification de l'énergie, c'est Einstein, qui s'en est servi pour expliquer l'effet photoélectrique. Et ça a été la première fois que cette idée, qui était un artifice mathématique selon Planck, a conduit à quelque chose qui était considéré comme une réalité physique avec l'effet photoélectrique. Alors, la mécanique quantique est née de ces problèmes-là, et elle s'est développée ensuite dans les années, au début des années 1920-1925, jusqu'avec la formulation finale en 1925, essentiellement avec des gens comme Heisenberg, Dirac, Schrödinger, et puis beaucoup d'autres. Et dans cette formulation moderne que nous avons aujourd'hui, même si elle a évolué, on est encore dans le formalisme de base de la mécanique quantique, dans le même formalisme que celui qu'a décrit Dirac à l'époque. Elle explique à peu près tout ce que nous pouvons savoir à un niveau non relativiste, c'est-à-dire lorsque les vitesses ou les énergies ne sont pas trop grandes, pour le comportement des atomes et des molécules, pour la couleur des corps, pour la superfluidité, pour le fonctionnement des semi-conducteurs, pour les propriétés des métaux. Bref, la mécanique quantique est une théorie qui marche remarquablement bien et qui n'a jamais été mise en défaut. C'est pour ça que quand je vous dis on va se placer dans un cadre où on accepte que la mécanique quantique soit une théorie dans laquelle on va se placer pour en tirer les conséquences ensuite d'interprétation, je me sens relativement confortable. Je le serais beaucoup moins s'il y avait des objections à la mécanique quantique où on dit ben là ça ne marche pas ou bien là ça dit des bêtises. Ça n'est absolument pas le cas. La mécanique quantique et son prolongement relativiste, qui est la théorie quantique des champs, sont des théories qui sont aujourd'hui vérifiées expérimentalement avec une précision extraordinaire et donc qui ne sont pas remises en cause, même si ça ne veut pas dire que ce sont des théories qui donnent le point final de la science. Bien évidemment,
on a encore beaucoup de questions qui se posent et qui ne sont pas résolues au niveau de la physique moderne. Mais en termes de base et de fondement, la mécanique quantique aujourd'hui est une théorie qui est tellement solide que, à part certaines tentatives motivées par des convictions personnelles pour éviter les conclusions que je vais donner tout à l'heure, la mécanique quantique est acceptée par tous les physiciens. Alors, quelques mots sur la mécanique quantique et sur l'état d'un système en mécanique quantique. Je vais aller assez vite parce que je pense que beaucoup d'entre vous connaissent déjà ces notions-là, mais je vais simplement les rappeler. Donc, l'état d'un système, c'est l'ensemble des nombres qui représentent théoriquement les grandeurs physiques attachées au système. Et en physique quantique, on note l'état d'un système sous cette forme-là, psi, qui est justement la notation due à Dirac. Et ça devient beaucoup plus abstrait qu'en physique classique. Parce qu'en physique classique, l'état d'un système, c'est par exemple pour une boule de billard sa position et sa vitesse. Là, psi représente un vecteur d'un espace de Hilbert, qui est l'espace dans lequel se développe le système. Alors, quelques exemples et déjà quelques anomalies par rapport à la physique classique qui sont bien connues. C'est une conséquence directe d'un des principes majeurs de la mécanique quantique, qu'on appelle le principe de superposition. Si X est un état de position possible pour une particule, prenons un électron pour fixer les idées, lorsque X, qu'on va le noter comme ça, est un état, ce qui signifie que l'électron est dans la position X, eh bien, l'état, ou bien un état de spin, on le notera comme ça signifie que l'électron a un état de spin suivant au Z, le spin étant, je ne sais pas pour tout le monde, je le dis pour ceux qui ne sont pas au courant, qui est l'équivalent d'un moment cinétique de rotation propre. Hein. C'est un peu différent parce qu'il est quantifié, mais c'est comme une particule qui tourne sur elle-même, c'est un moment cinétique. Et on note de cette manière-là un état de spin plus 1,5, puisque pour un électron, c'est des spins plus 1,5 ou moins 1,5 qui sont possibles, quantifiés suivant une direction au Z. Alors ce qui se passe, c'est qu'avec le principe de superposition, toute somme, toute combinaison linéaire d'états possibles est elle-même un état possible. Alors ça, c'est un principe de base de la mécanique quantique, et ça aboutit déjà à des choses assez étonnantes, puisque si on a deux états phi et psi qui sont possibles, eh bien l'état alpha phi plus bêta psi est aussi un état possible. Ce qui veut dire que dans ce cas-là, on a un état qu'on appelle un état superposé, et ces états superposés dans un certain nombre de cas posent des problèmes d'interprétation pour savoir, en termes macroscopiques, à quoi ils correspondent. Alors je donne deux exemples. Dans le cas d'un état de position, l'état de position particule en X et l'état de position particule en Y étant deux états possibles, eh bien un électron peut très bien se trouver dans un état alpha X plus bêta Y. Et dans ce cas-là, la question se pose de savoir qu'est-ce que ça veut dire, comment ça s'interprète. Ça n'existe évidemment pas en physique classique, puisque aucun objet ne peut se trouver en deux endroits à la fois. Alors est-ce que cela veut dire que l'électron est à la fois en X ou à la fois en Y, ou qu'il n'est nulle part? Tout a été dit sur des interprétations de ce type d'état superposé. La même chose arrive avec les états de spin, où un électron qui est dans un état de spin plus suivant au Z ou de spin moins suivant au Z sont des états possibles. L'état superposé suivant est donc possible aussi. Qu'est-ce que cela signifie pour une particule d'être dans un état comme cela? Quel est son état de spin? Ça, ce sont des questions qui se sont posées dès le début de la mécanique quantique et où il y a eu une littérature énorme avec des gens qui disaient soit l'état est un mélange des deux, soit il est à la fois dans les deux, soit il n'est dans aucun état. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites sur ces choses-là, de manière à essayer de s'en faire une image qui soit un peu conforme à la physique classique, avec toute la difficulté qu'on va voir ensuite et qui va grandir avec ce que je vais montrer ensuite, de ramener l'intuition que nous pouvons avoir des systèmes quantiques à une intuition macroscopique qui finalement ne s'y adapte pas du tout. Alors, qu'est-ce qui se passe en réalité dans ce genre d'état? Eh bien, dans l'état superposé de position, si on a un objet, une particule ou un système qui est dans cet état-là, eh bien, on va se dire, le meilleur moyen de savoir ce qu'il en est, c'est d'aller le regarder. Regardons un système qui est dans cet état et voyons la tête qu'il a. Et alors, ce qui se passe, c'est que quand on fait une mesure, donc on fait une observation, eh bien, on va trouver de temps en temps X avec une probabilité qui est alpha carré, et de temps en temps Y
avec une probabilité qui est bêta carré. Donc si on observe des systèmes qui sont dans cet état superposé, tantôt on va les observer en X, tantôt on va les observer en Y. De la même manière avec le spin, si on observe des particules qui sont dans un état superposé de spin, tantôt on va les trouver en état plus avec une probabilité alpha carré, tantôt on va les trouver avec un spin moins avec une probabilité bêta carré. Alors, à partir de là, je vais tout de suite dire quelque chose sur lequel je reviendrai après. À partir de là, on pourrait parfaitement se dire, l'explication est simple, c'est qu'en réalité, ces états superposés ne sont rien d'autre qu'une manière d'exprimer le fait qu'on a un mélange de particules dont une proportion alpha est dans l'état X et une proportion bêta est dans l'état Y. Et c'est vrai que si on imagine que c'est le cas, à ce moment-là, imaginez que vous ayez grand N électrons qui sont décrits de cette manière-là, mais dont alpha soit dans un état X et bêta à la position Y, et que vous en prenez un au hasard, vous allez effectivement tomber en observant exactement sur ce résultat-là. Donc, il y a eu un certain nombre de tentatives ou d'interprétations erronées, et vous allez voir pourquoi, qui ont tenté de dire, mais en fait, il n'y a aucun mystère là-dedans. C'est simplement une manière de formaliser un mélange. Un état superposé n'est rien d'autre qu'un mélange de particules qui sont chacune en proportion donnée par les coefficients dans un état bien déterminé. Eh bien, ça ne marche pas. Et c'est facile de le montrer dans le formalisme. Cela ne marche pas pour la bonne raison que lorsque vous prenez n électrons qui sont dans cet état-là, prenons plutôt l'état de spin qui sera plus facile à expliquer, vous prenez n électrons qui sont dans un état de spin de cette nature-là, et vous prenez à côté n électrons qui sont dans un état de spin tel que une proportion alpha soit dans un état de spin plus, et une proportion bêta dans un état de spin moins. Si on dit que c'est la même chose, comme je viens de le dire, toutes les mesures qu'on doit faire sur les deux sacs de n électrons devraient donner les mêmes résultats. Les mesures du spin suivant au z vont effectivement donner le même résultat. Donc je répète, vous avez un sac de n électrons qui sont dans cet état-là, et à côté, vous avez un sac de n électrons dont vous avez volontairement fait en sorte qu'il y en ait une proportion alpha qui soit de spin plus et une proportion bêta qui soit de spin moins. Maintenant, vous faites des mesures sur les deux sacs, vous allez obtenir dans les deux cas ce résultat-là. Donc vous pouvez vous dire, voilà, j'ai montré que les deux étaient équivalents. Mais en réalité, pas du tout, parce que pour que la conclusion selon laquelle les deux devraient être équivalents, il faudrait que cela soit vrai, quelle que soit la mesure que vous allez faire sur les deux sacs. Or, il est facile de montrer, avec le formalisme quantique, que si vous faites une mesure sur ce sac de n électrons qui est dans cet état-là, superposé, dans un axe qui n'est pas l'axe OZ, mais un axe différent, par exemple l'axe OX, eh bien, ce que vous obtiendrez comme résultat ne sera pas du tout la même chose que si vous faites la mesure sur un sac dans lequel vous en avez une proportion alpha qui est plus suivant Z et une proportion bêta qui est moins suivant Z. À partir du moment où vous avez la possibilité de faire la différence entre les deux sacs, c'est la preuve qu'ils ne sont pas identiques. Et toute tentative visant à faire en sorte qu'une interprétation de ces états superposés soit simple sous la forme, c'est tout simplement une répartition statistique des éléments qui sont dans la superposition, ne marche pas. Par conséquent, l'interprétation directe et rassurante, consistant à dire qu'il n'y a aucun mystère, ça se ramène à simplement une proportion d'états classiques, comme on pourrait l'imaginer en prenant des probabilités habituelles. Eh bien, cette interprétation-là ne fonctionne pas, tout simplement parce qu'on peut facilement faire la différence entre les sacs composés d'une proportion bien déterminée de chaque possibilité et un sac qui est composé uniquement de ces états superposés. Bon. Ça, c'est une première chose à retenir. Donc la superposition ne se réduit pas à un mélange statistique. Par ailleurs, autre chose qui est importante en physique quantique, c'est qu'on ne peut pas connaître simultanément la valeur de la position et de la vitesse ou du spin suivant OX et suivant OZ, ce qu'on appelle les grandeurs incompatibles. Là encore, on a une énorme différence par rapport à la physique classique. En physique classique, évidemment, quand on s'intéresse à une boule de billard ou qu'on s'intéresse à une planète, eh bien, on connaît à la fois sa position et sa vitesse
C'est même ça qui permet, avec la mécanique newtonienne, de calculer ce qui va se passer ensuite. En physique quantique, malheureusement, on ne peut pas le faire. Et les grandeurs incompatibles, qui sont connues dans le grand public, parce que c'est ce fameux principe d'incertitude de Heisenberg, qui a été très popularisé dans le grand public, même s'il est quelquefois présenté de manière un peu erronée, nous disent qu'en réalité, ces deux grandeurs incompatibles, comme la position et la vitesse, ou comme le spin suivant deux directions différentes, ne peuvent pas être connues avec une précision arbitraire simultanément. Si on mesure la valeur du spin suivant au z, par exemple, et qu'on trouve une certaine valeur, puis qu'on la mesure ensuite suivant au x, on pourrait s'attendre, si on pouvait connaître les deux en même temps, à ce que quand on va remesurer suivant au z, rien n'ait changé. Et en fait, si on fait ces deux mesures, suivant au z puis suivant au x, puis qu'on revient à la mesure suivant au z, la mesure suivant au z peut donner un résultat différent de celui qu'on avait trouvé au départ. Tout simplement parce que la mesure du spin suivant une autre direction a modifié celle que la particule avait suivant la première direction. Alors c'est ces fameuses relations d'incertitude de Heisenberg qui disent que l'incertitude sur des grandeurs incompatibles doit rester supérieure à la constante de Planck selon les cas, si c'est l'énergie et l'impulsion, ou si c'est la position et l'impulsion, ou l'énergie et le temps. On n'a pas exactement les mêmes valeurs, mais enfin c'est supérieur à une certaine constante multipliée par la constante de Planck. Alors ça, c'est ce que j'ai dit juste avant, c'est la superposition ne se réduit pas à un mélange statistique. Et ça, c'est extrêmement important à comprendre parce qu'un certain nombre de commentateurs non physiciens se sont souvent gaussés des physiciens en disant « mais ils racontent n'importe quoi, en fait c'est tout bête, voilà l'interprétation possible ». Ça se fait moins maintenant, mais ça s'est beaucoup fait à une certaine époque. Et bien évidemment, ça ne marche pas aussi simplement. Les choses sont beaucoup plus subtiles que ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Puisque ça n'est pas un mélange statistique, un système quantique est dans un état superposé de ce style-là, qu'est-ce qu'on peut en dire? Il n'est ni dans l'état de spin suivant au z, qui correspond à la valeur plus, ni dans l'état qui correspond à la valeur moins. Et pourtant, quand on va le mesurer, on va trouver ou plus ou moins. Donc ce qu'on dit, c'est que la valeur de son spin n'est pas définie tant qu'une mesure n'aura pas été faite. Et on voit là intervenir, là pour la première fois dans ce que je suis en train d'expliquer, la notion de mesure qui est essentielle en mécanique quantique. Et vous allez voir que c'est au cœur des débats les plus profonds de la mécanique quantique, cette notion de mesure. C'est qu'on ne peut plus à ce moment-là considérer qu'indépendamment du fait qu'on va mesurer quelque chose, et on va voir ce que ça veut dire, le quelque chose en question a des propriétés dont la valeur est bien définie. Si on veut le faire, on se heurte à des contradictions. Donc, dans une situation de ce type-là, la position la plus prudente, on va dire, même si elle n'est pas très satisfaisante, hein, tout le monde est gêné avec ça, même les physiciens sont gênés aussi, a priori, même s'ils s'y sont habitués maintenant, eh bien, on n'a pas le droit de dire qu'un électron, tant qu'on n'a pas fait une mesure de son spin suivant une direction, possède, pour un spin suivant OX ou suivant OZ, une valeur définie. C'est non défini, ce qui est déjà étrange. Et évidemment, c'est la même chose avec la position. Donc l'état d'un système ne représente plus la valeur des propriétés physiques qui lui sont attachées, comme en physique classique. L'état d'une boule de billard, c'est sa vitesse, sa position. L'état d'un gaz, c'est sa température, son pression, son volume. Et c'est déterminé. Pas besoin de le regarder. Même si on ne regarde pas, on sait très bien que c'est déterminé. Ça évolue dans le temps et on sait comment ça évolue avec les équations de la théorie correspondante. Là, on n'a pas le droit de le penser, parce que le penser conduirait à des contradictions. Et donc, l'état d'un système représente plutôt la manière de décrire la propension que le système aura à fournir un résultat, avec plusieurs possibilités la plupart du temps, lorsqu'on va regarder ce qui se passe. Et ça, c'est très important en mécanique quantique, c'est que l'état d'un système, c'est véritablement un changement par rapport à ce qu'on concevait en physique classique, n'est plus un représentant de ce qu'est le système à un moment donné, c'est un représentant de ce que le système a comme propension à fournir un certain nombre de résultats, si on regarde selon certaines la propriété qu'on veut mesurer. Il y a évidemment plusieurs possibilités, et selon qu'on mesure une propriété ou une autre,
eh bien, cela va effacer ou gommer d'une certaine manière ce qu'on pouvait savoir du système sur les propriétés qui sont incompatibles. Donc, rien qu'à ce stade-là, on ne peut plus représenter un système comme un objet qui a à tout moment des propriétés définies. Et quand on veut considérer qu'un objet existe comme une table ou une chaise, pourtant c'est essentiel, parce que qu'est-ce que ça veut dire pour nous exister au sens habituel du terme? Ça veut dire, voilà, la chaise elle est là, je la touche, elle est là. Je sais que si je sors de la pièce pour aller ouvrir à quelqu'un et que je reviens dans la salle, à moins que quelqu'un l'ait bougé, je suis absolument certain que cette chaise, je vais la retrouver ici et qu'elle sera la même. Eh bien, en physique quantique, on ne peut plus penser la même chose. Alors c'est vrai qu'on a peu l'occasion de quitter la salle et de revenir voir le même électron, parce qu'on a peu de familiarité avec les objets microscopiques. C'est ça aussi qui fait qu'on a construit notre intuition avec les objets macroscopiques. Il n'empêche que la prolongation de notre intuition au niveau microscopique ne fonctionne pas, rien que déjà pour la notion de propriété d'un objet. Alors, comment ça marche ensuite, une fois qu'on sait et qu'on a dit ces premiers préliminaires, ces préliminaires-là? On a cet état donc qui représente psi, qui représente la proportion qu'un système, la propension qu'un système a à donner certains résultats lorsqu'on fait une mesure. Et en l'absence de mesure, il y a quand même une évolution dans le temps. Et cette équation dans le temps est donnée par l'équation de Schrödinger, qui, lorsqu'on ne fait pas de mesure sur un système qui est dans un état psi, et cette équation que bon, nous avons tous appris à l'école, et qui est une équation linéaire. Elle a cette particularité qu'elle est linéaire et qu'elle est déterministe. Donc une équation simple. Sa résolution n'est pas forcément simple du tout, pour la bonne raison que le H qui est ici est l'hamiltonien du système, qui peut être très complexe, et que dans ce cas-là, on ne sait pas la résoudre. On sait la résoudre dans le cas de l'atome d'hydrogène, mais dans les cas plus complexes, on a beaucoup plus de mal. Mais c'est quand même une équation qui, dans le principe, est une équation linéaire, et elle est déterministe. Ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire qu'un système qui est abandonné à lui-même évolue de manière déterministe. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que la propension que ce système a à fournir un certain nombre de probabilités lorsqu'on va faire une mesure, elle évolue de manière déterministe. En revanche, oui, non, je vais m'arrêter à ce stade-là déjà. Je vais m'arrêter déjà à ce stade-là pour faire un petit résumé rapide. Donc, ce qu'on a vu jusque-là, c'est qu'un système quantique peut se trouver dans un état qui n'est pas interprétable en termes macroscopiques, car les grandeurs qui lui sont associées ne sont pas définies. Donc on réfute l'interprétation statistique, qui consiste à dire en réalité une superposition n'est rien d'autre qu'un mélange statistique. Ça ne marche pas. Deuxièmement, en l'absence de mesure, quand on ne le regarde pas, le système il évolue de manière continue, linéaire et déterministe selon l'équation de Schrödinger. Donc ça ressemble à la physique classique, si on ne regarde pas. En revanche, lorsqu'on va regarder le système, c'est-à-dire lorsqu'on va faire une observation ou une mesure, eh bien, la valeur de la grandeur va se déterminer de manière probabiliste cette fois-ci, ça n'est plus déterministe. Et on ne peut pas, compte tenu de ce qu'on a dit avant, on ne peut pas considérer que cette valeur était déjà déterminée avant. Donc c'est lors de la mesure que cette valeur se détermine et de manière probabiliste. Même si la propension à se déterminer, elle a évolué de manière déterministe entre les mesures. Alors, dit comme cela, c'est déjà bien différent de ce qu'on a en physique classique, bien sûr, puisque même si je m'arrêtais là, et ça c'est bien connu, tout ce que je viens de dire là est très, très connu et très banal, déjà cela suffirait à montrer que le monde quantique, le monde microscopique est déjà bien différent du monde macroscopique, puisque à ce stade-là, la première conclusion qu'on peut en tirer, c'est que les objets microscopiques n'ont pas de propriétés définies et qu'il faut les regarder pour qu'ils acquièrent des propriétés définies, ce qui est déjà étonnant. Mais il y a beaucoup d'autres choses qui vont venir. Première chose, c'est le problème de la mesure. Le problème de la mesure est le suivant, c'est que si vous avez un électron qui est dans un état superposé de spin, donc je reprends un état comme celui que j'avais tout à l'heure, où vous avez une combinaison linéaire d'états où l'électron a un spin plus suivant au z et de spin moins suivant au z. Et je rappelle donc qu'un électron qui est dans cet état n'a pas de spin défini suivant au z. En revanche, on est en capacité de prédire la probabilité que lors d'une mesure, il va fournir plus ou moins.
Et je vais maintenant considérer un appareil de mesure, un appareil de Stern-Gerlach qui permet de mesurer le spin des particules. Eh bien, je prends cet appareil de mesure que j'appelle A, et je vais supposer qu'il est dans un état, au départ, avant que je fasse la mesure, il est dans un état EI, et EI pour initial. Ce que nous dit la mécanique quantique, c'est qu'après la mesure, une fois que j'aurai observé l'appareil, parce qu'évidemment je ne peux pas regarder l'électron directement, ce que je regarde c'est le résultat sur l'appareil, avec une aiguille par exemple, qui va bouger, eh bien quand je vais regarder l'appareil, eh bien ce que je vais observer, c'est que dans une certaine proportion, on aura trouvé que l'électron avait un spin plus, et on va dire que l'appareil, dans ce cas-là, est dans l'état E+, ce qu'on peut imaginer comme étant le fait que si on met une aiguille, eh bien, l'aiguille sera en haut. Et dans le cas où je vais avoir l'aiguille en bas, je considérerai que l'électron avait un spin moins, et je vais dire que l'appareil sera dans l'état E-. Ça, c'est ce que nous dit le principe dit de réduction du paquet d'ondes, qui est un des principes de la mécanique quantique lorsque on fait une mesure. Donc, première possibilité, j'applique le principe de réduction du paquet d'ondes, un des principes de la mécanique quantique qui s'applique en cas de mesure. Mais j'ai un autre point de vue possible. L'autre point de vue est le suivant, c'est que je vais considérer que l'électron plus l'appareil de mesure constitue un grand système qui est, lui, un système global. C'est-à-dire, j'oublie la différence électron d'un côté, appareil de mesure de l'autre, et je vais considérer les deux ensemble, l'électron plus l'appareil de mesure, comme un seul système. Et dans ce cas-là, puisque l'électron plus l'appareil de mesure sont un seul système, je ne fais pas de mesure sur ce grand système-là. Il évolue comme il peut. Je ne le regarde pas. Et dans ce cas-là, eh bien, la mécanique quantique nous dit que je ne dois plus appliquer le principe de réduction du paquet d'ondes, puisque je ne fais pas de mesure, mais que je dois appliquer l'évolution par l'équation de Schrödinger. Et l'équation de Schrödinger nous dit que l'état du système global, lorsqu'ils ont interagi, l'appareil plus l'électron, va être celui-ci. C'est-à-dire que c'est un mélange, qu'on appelle un mélange intriqué ou enchevêtré, dans lequel l'électron est toujours dans un état superposé, mais où l'appareil s'est lui-même enchevêtré avec l'électron pour devenir lui-même dans un état superposé. Et ça, c'est une des conclusions de l'application de l'équation de Schrödinger qui est parfaitement valable. Et on procède d'ailleurs comme ça, lorsqu'on fait par exemple des collisions de particules en physique des particules, et qu'on veut calculer un certain nombre de résultats de collision, eh bien, on considère que deux particules qui ont interagi l'une avec l'autre se sont enchevêtrées, et que leur état est un état de ce type-là. Donc, nous avons à ce moment-là un problème, c'est qu'on voit bien que dans cette conclusion-là, l'appareil est enchevêtré, et qu'on n'a pas un résultat déterminé non plus. La grosse difficulté qu'on a à ce moment-là, c'est pour quelle raison va-t-on appliquer le premier point de vue dans lequel on dit qu'on fait une mesure et qu'on a un résultat défini, et pas le deuxième qui dit qu'il n'y a pas de résultat défini, alors que les deux peuvent se défendre de manière tout aussi légitime. C'est-à-dire, comment peut-on obtenir un état dit réduit, c'est-à-dire qui est déterminé, à partir d'un état superposé, si on utilise l'équation de Schrödinger? Eh bien ça, c'est ce qu'on appelle le problème de la mesure en mécanique quantique, et c'est un des problèmes fondamentaux qui n'est toujours pas réglé aujourd'hui. Alors, on le règle d'une manière pragmatique que je vais vous exposer et qui satisfait tout le monde quand on fait de la physique au sens expérimental du terme, mais qui n'est absolument pas satisfaisant au point de vue conceptuel. Je résume le problème, pour être bien clair. Il y a deux postulats d'évolution en mécanique quantique. Un premier postulat, qui est l'équation de Schrödinger, qui donne une évolution déterministe et linéaire de l'état d'un système, quand on ne fait pas de mesure. Un deuxième postulat, qui est celui de réduction du paquet d'ondes, qui donne les probabilités d'obtenir des résultats définis quand on fait une mesure. Mais il n'y a en mécanique quantique strictement rien qui explique ce qu'est une mesure. Ça ne poserait pas de problème s'il y avait un critère qui permette de dire on est dans cette situation-là, on applique la réduction du paquet d'ondes, et là on fait une mesure, parce qu'on a fait une mesure et on sait ce que c'est, ou bien on applique
l'équation de Schrödinger parce qu'on n'a pas fait de mesure, à partir du moment où la mesure peut être définie clairement. Or, il n'est pas possible, en mécanique quantique traditionnelle, de définir ce qu'est une mesure rigoureusement. Comment s'en sort-on? De manière très simple. Ce n'est pas de la physique, ça, c'est du bon sens. On dit, attendez, je sais bien quand je fais une mesure. Bon. Donc tout physicien expérimentateur à qui vous exposez ce problème, vous dit, ce n'est pas la peine d'essayer de chercher des problèmes là où il n'y en a pas. Quand on fait une mesure, on le sait bien, on est au laboratoire, dans notre appareil, on fait une mesure, on regarde et on applique le principe de réduction de paquets d'ondes. Et ils ont raison. En termes pragmatiques, ça marche bien, heureusement. C'est comme ça qu'on applique la mécanique quantique. Mais sur le plan conceptuel, certains physiciens, et parmi les plus grands, ont considéré que c'est une contradiction logique au sein même du formalisme, tout simplement parce que toutes les tentatives pour essayer d'expliquer dans quel cas précis, pas en disant je sais bien ce que je fais, mais en ayant un critère réel, un critère formel et rigoureux, qui permettent de décrire ce qu'est une mesure par rapport au cas où on ne fait pas de mesure, ont échoué. Ce problème-là est un problème qui a permis d'écrire je ne sais combien, sans doute de milliers d'articles de physique pour essayer de trouver des solutions. Et c'est un problème qui s'est posé dès le début de la physique quantique. Oui. Une petite question parce que je crois que j'ai compris. Donc l'équation de Schrödinger de la composition de l'appareil de mesure et de l'électron, c'est un vecteur. Oui. Bon, là vous mettez la formule, je multiplie E+, on ne sait pas ce que c'est par un vecteur. Et moi, là, on est, alors je ne rentre pas dans le détail mathématique, mais c'est là, en fait, E+ est aussi un vecteur d'un espace de Hilbert qui correspond aux états du système, et on est dans l'espace produit tensoriel des deux espaces de Hilbert. Et ça, c'est un vecteur de l'espace de Hilbert, produit tensoriel de l'espace de Hilbert de l'appareil et de l'espace de Hilbert de l'électron. La notation, on l'écrit toujours comme ça, mais la notation rigoureuse, il devrait y avoir en fait, E+ est aussi un vecteur, et il devrait y avoir un rond avec une croix dedans pour le produit tensoriel. Mais on abrège ça comme ça parce qu'on sait ce que ça veut dire. Mais en fait, vous avez raison, c'est en fait un espace produit tensoriel, c'est un vecteur produit tensoriel des deux vecteurs de chacun des espaces de Hilbert. La deuxième question, c'est en quoi dit-on que l'appareil de mesure peut être représenté comme un objet quantique? Alors, le fait que l'appareil de mesure peut être représenté comme un objet quantique est un des faits extrêmement importants du moment qu'on accepte que la mécanique quantique est une théorie universelle. Je vais y revenir parce qu'il y a des interprétations sur lesquelles je vais un peu plus m'attarder qui se permettent un peu des facilités avec ça. Mais la mécanique quantique est une théorie qui est censée s'appliquer à l'univers, pas aux objets microscopiques uniquement, mais à l'ensemble de l'univers, objets macroscopiques compris. Pas sauf quand, en théorie, la mécanique quantique a été construite pour s'appliquer à tout. Et les objets macroscopiques sont des objets auxquels on peut appliquer la mécanique quantique aussi, en principe. Maintenant, et ça va faire partie de la suite de l'exposé, il se trouve que lorsqu'on applique la mécanique quantique à des objets macroscopiques, on se heurte à certaines difficultés de compréhension qui ont donné lieu à beaucoup de développements et beaucoup de choses relativement récentes. Quand je dis relativement récentes, c'est on va dire il y a une vingtaine ou une trentaine d'années, où on commence de mieux en mieux à comprendre, y compris d'ailleurs avec des travaux qui ont valu le prix Nobel à Serge Haroche, et j'y viendrai à la fin de mon exposé, sur ce qu'on appelle la décohérence, sur laquelle je reviendrai. Mais la mécanique quantique est une théorie dont on suppose au départ que c'est une théorie qui s'applique à tous les objets, qu'ils soient microscopiques ou macroscopiques. Alors évidemment, au départ, elle a été conçue pour expliquer le monde microscopique. Mais elle n'a pas pour vocation d'être limitée au monde microscopique en disant le monde macroscopique sort du cadre. Elle est une théorie universelle. Et c'est justement ça qui pose des problèmes, parce que ces prédictions au niveau microscopique fonctionnent bien, à ceci près qu'il y a ces problèmes de contradiction que je viens d'énoncer, mais elles fonctionnent bien. En revanche, au niveau macroscopique, elle prédit des choses qu'on n'observe pas. Et un des gros challenges de la physique contemporaine a été d'expliquer pourquoi, justement, ce qu'on observe au niveau macroscopique ne correspond pas à ce que prédit la mécanique quantique, qui pourtant s'observe bien au niveau microscopique.
j'anticipe sur la suite, mais grosso modo, la mécanique quantique prédirait, si on l'appliquait tel quel au niveau macroscopique, que les objets macroscopiques peuvent aussi être dans un état superposé. Ce qui s'observe jamais. Alors ça dépend si on a bu ou si on n'a pas bu. Voilà. On peut voir double, mais en général, quand un physicien est à jeun, il voit rarement les objets superposés. Et donc, la vraie question, et c'est une des avancées de la théorie de la décohérence qui date des années 80, et qui a donné lieu à un certain nombre d'expériences qui ont valu le prix Nobel à Serge Haroche pour montrer justement ce qui se passait après, montre pourquoi, au niveau macroscopique, on ne l'observe pas. Et je vais y venir. En revanche, elle est en théorie applicable à toutes les échelles de grandeur, du niveau microscopique au niveau macroscopique. Et donc l'appareil de mesure doit aussi être décrit par la mécanique quantique. Sauf à être dans un espace vectoriel à 50 millions de composantes. Ah non, je vous rassure, l'espace vectoriel en question, les espaces de Hilbert en question sont souvent un nombre infini de dimensions. 50 000, c'est très peu. C'est un nombre infini. La plupart. Alors, par exemple, si on prend un espace de Hilbert qui est lié à la représentation position, c'est un espace continu. Donc, il a un nombre de dimensions continues, donc infini. Dans un cas de spin 1,5, là, c'est à 2 dimensions. Mais lorsqu'on est en impulsion ou en position, on est dans l'espace de Hilbert de dimension infinie. Et la dimension de linéarité de l'espace de Hilbert ne change rien, ne change pas grand-chose au problème. Oui, enfin, après, pour résoudre les équations... Ah, c'est autre chose. Ça, en fait, la résolution concrète et pratique des équations, c'est un autre problème. Là, je suis au niveau conceptuel du formalisme. L'aspect pratique d'utilisation du formalisme pour en tirer des conclusions numériques, dans certains cas, on sait le faire rigoureusement, dans d'autres cas, on a des méthodes d'approcher, dans d'autres cas, on ne sait pas le faire et on ne s'en sort pas, bien sûr. Mais là, je n'aborderai pas ces problèmes-là qui sont d'une autre nature. Donc, ici, problème fondamental de la physique quantique, contradiction, deux principes d'évolution dont l'un s'applique quand il y a une mesure et l'autre s'applique quand il n'y a pas de mesure, sauf qu'on ne sait pas définir ce qu'est une mesure de manière rigoureuse. Alors, les réponses qui ont été apportées dans le passé. Là, je remonte au père fondateur de la mécanique quantique. Première réponse, bon, Bohr, qui est un des fondateurs historiques de la mécanique quantique et qui, à l'époque, a exercé une influence intellectuelle majeure sur tous les physiciens dans le monde, à tel point qu'on n'osait pas s'opposer à Bohr. Bohr était vraiment une figure dominante, et il a eu comme élève Heisenberg, mais Bohr était à l'époque considéré comme le plus grand physicien dans ce domaine-là au monde, et s'opposer à Bohr, c'était sacrilège, et les physiciens n'osaient pas trop avoir des positions différentes de Bohr. Or, Bohr avait donné, lui, une position, et donc ça a été pendant très longtemps, jusqu'à d'ailleurs pas si longtemps, et même encore aujourd'hui, il y a encore des physiciens qui se réfèrent à Bohr, ça a été la position acceptée par tous les physiciens comme résolvant le problème. Cette position est relativement simple, même si quand on regarde dans le détail, c'est un peu plus subtil que ça, mais en fait, Bohr dit la chose suivante. Il dit, grosso modo, la mécanique quantique, effectivement, est une théorie universelle qui s'applique à tout. Mais il se trouve que lorsqu'on fait une mesure et qu'on utilise un appareil macroscopique, on le sait. Et le langage que nous utilisons est un langage qui permet d'échanger des informations entre physiciens. Et lorsqu'on parle d'événements macroscopiques, on ne doit plus appliquer la mécanique quantique. Par conséquent, la distinction que fait Bohr, et il n'a jamais exprimé ça de manière très précise, c'est entre microscopique et macroscopique. Quand c'est microscopique, comme des électrons ou des atomes, on applique la mécanique quantique. Mais en gros, quand on utilise un appareil macroscopique, on ne doit pas l'utiliser. Bon. C'est une définition pragmatique. Quelquefois, on dit quelquefois instrumentaliste, c'est-à-dire qu'on ne se pose pas trop la question de savoir dans le détail ce que ça veut dire. Ça marche et on s'en contente. Bon, c'est un peu plus subtil que ça, parce qu'évidemment, Bohr a écrit beaucoup de papiers philosophiques autour de ça, mais il est resté relativement flou dans cette position, mais il est resté relativement clair sur une chose, du moment que c'est macroscopique, qu'il y a un appareil macroscopique, c'est le principe de réduction qu'on doit appliquer, parce que la physique quantique ne s'applique pas au niveau macroscopique. Mais cette position est totalement insatisfaisante, pour plein de raisons. La première étant qu'il est strictement impossible de définir une frontière rigoureuse entre le microscopique et le macroscopique. Et par ailleurs, qu'il y a, et on le sait aujourd'hui, on le savait moins du temps de Bohr, mais maintenant c'est devenu évidemment monnaie courante, on a des phénomènes quantiques macroscopiques. La superfluidité,
la supraconductivité. Ce sont des phénomènes quantiques qui s'expriment au niveau macroscopique. Ça a été découvert un peu plus tard. Et donc, dire quand c'est macroscopique, c'est classique, quand c'est microscopique, c'est quantique, outre le fait qu'on n'est pas capable de définir rigoureusement la différence entre macroscopique et microscopique, ça ne marche pas. Donc, la position de Bohr qui a prédominé, qui est encore partagée par beaucoup de physiciens qui ont dit Bohr a répondu à tout, c'est bon, est une position qui n'est pas satisfaisante. Mais déjà à l'époque de Bohr, il y a un certain nombre de physiciens, alors qui sont des grands physiciens de l'époque et qui ont contribué évidemment de manière majeure à la mécanique quantique, von Neumann, Wigner, London et Bohr par exemple, qui ont eu une position différente, qui consistait à dire, lorsqu'on fait une observation, c'est vrai qu'il y a un appareil macroscopique. Mais n'oublions pas qu'il y a aussi un observateur, parce qu'il y a un physicien quand même dans l'affaire. C'est lui qui va regarder les choses. Par conséquent, quand est-ce qu'on va dire qu'on fait une mesure ? Eh bien, on va dire qu'on fait une mesure quand il y a un physicien, donc un homme ou une femme, qui va regarder le résultat. L'objection qu'on peut faire à cela consiste à dire, le physicien qui est aussi un objet physique comme un appareil de mesure, il va lui-même devenir superposé. Et donc, ça ne résout rien du tout. Et ça, c'est le fameux paradoxe que Wigner a émis, qu'on appelle l'ami de Wigner. Grosso modo, c'est que vous avez un ami qui va regarder le résultat, et vous l'interrogez pour savoir ce qu'il a vu. Mais pour vous, cet ami, quand il vous parle, il est aussi dans un même état superposé que l'appareil. Et par conséquent, ça ne résout pas le problème, parce que vous-même, si vous lui parlez, vous allez vous retrouver dans un état superposé, et donc on n'arrête jamais. Et donc la solution de von Neumann, de Wigner et de London et Bohr consistait à dire, il y a un élément qui rompt la chaîne d'intrication. Cet élément, c'est la conscience. Donc, position dualiste, il y a tout le monde matériel, et puis chez les physiciens, enfin chez les hommes en général, pas que les physiciens, parce que je pense qu'ils n'auraient pas été jusqu'à dire que seuls les physiciens avaient une conscience, chez les hommes en général, il y a une conscience qui, elle, n'est pas décrite par la mécanique quantique, et c'est la prise de conscience du résultat qui va faire en sorte que le résultat se détermine. Et la conscience, elle casse la chaîne, parce qu'elle n'est pas décrite par la mécanique quantique. C'est une position qui est dualiste, et qui présente un énorme inconvénient qui évidemment leur a été reproché à l'époque. Cet inconvénient, c'est qu'on a une sorte d'asymétrie entre cette conscience qui n'est pas un objet matériel, qui n'est pas décrite par la mécanique quantique, mais qui néanmoins va avoir un effet physique sur le système et qui va permettre de le ramener à un état bien défini. Donc, oui, la conscience n'est pas décrite par la mécanique quantique, donc ce n'est pas un objet physique, mais en même temps, elle va avoir un effet sur un objet physique. C'est très inconfortable comme position. Cela dit, donc ça a été très très peu partagé par les physiciens de l'époque, qui ont considéré ça comme une gentille amusette, mais qui n'ont pas pris ça au sérieux. Cela dit, je présenterai à la fin, mais j'ai l'impression que je ne vais pas avoir le temps de finir. J'ai jusqu'à quelle heure ? Donc, cette idée-là, je ne vais pas approfondir, mais cette idée-là a été évidemment peu prise au sérieux, sachant que, et si j'ai le temps, je vous le dirai à la fin, si je n'ai pas le temps, ça sera peut-être durant les questions, dans l'interprétation que je défends et dans la solution que moi je propose dans un certain nombre d'articles du problème de la mesure, je prends une partie de cette idée-là, mais de manière différente de celle de von Neumann, Wigner et London et Bohr, pour en faire quelque chose qui devient un peu moins critiquable, on va dire, au premier abord. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on jette complètement à la poubelle. Une troisième possibilité a été présentée à l'époque par un élève de Wheeler, qui est Everett, et cette position-là, à l'époque, n'avait pas du tout été considérée comme satisfaisante, et Bohr et ses disciples l'avaient démolie violemment, on va dire même, puisqu'il y a même Léon Rosenfeld, qui était un disciple de Bohr, avait dit d'Everett, mais quel est cet imbécile qui ne comprend rien à la mécanique quantique. Bon, c'était très violent. Et Everett a défendu une position sur laquelle il n'y a jamais de réduction du paquet d'ondes. C'est-à-dire que les systèmes restent enchevêtrés, restent dans un état superposé, mais qu'à chaque fois qu'ils interagissent, l'univers dans son ensemble se sépare en différentes branches, et toutes les branches coexistent simultanément. Et l'observateur lui-même se multiplie. Chaque observateur voyant un résultat. Donc, chaque personne qui regarde un résultat, eh bien, se multiplie en autant de différents lui qu'il y a de résultats possibles, chacun de ces lui ayant vu un des résultats possibles. On appelle la théorie des mondes multiples d'Everett.
Cette théorie a beaucoup fait rire à l'époque, elle a été extrêmement critiquée. Elle est redevenue à la mode, et alors de manière assez curieuse, aujourd'hui, il y a pas mal de physiciens, notamment d'astrophysiciens, qui s'appuient sur la théorie d'Everett. Alors il y a plusieurs raisons à cela. La première raison, c'est qu'elle plaît beaucoup aux astrophysiciens parce que les astrophysiciens, leur sujet d'étude, ce n'est pas un électron, c'est l'univers dans son ensemble. Et l'univers dans son ensemble, on ne peut pas l'observer de l'extérieur, par définition, puisqu'on est dedans. Donc une mesure de l'univers, par définition, c'est impossible. Donc il n'y a pas de mesure. Donc comment faire avec la mécanique quantique et des mesures pour parler de l'univers? Et Everett, justement, comme il n'y a pas de mesure, ça permet d'éviter ce problème-là. Et la deuxième raison, c'est que dans les théories qui unifient la relativité générale et la mécanique quantique, qui sont les théories, c'est le Graal de la physique actuelle et qu'on n'arrive pas encore à construire, vous avez peut-être entendu parler des théories supersymétriques ou des théories grandes unifiées ou de la théorie du tout. Bon, on en a beaucoup parlé dans le grand public. Eh bien, dans un certain nombre de ces théories, vous avez Hawking, qui est mort il n'y a pas si longtemps, était un défenseur de cela, ce qu'on appelle les multivers. Multivers, c'est tout simplement le fait de considérer que notre univers global, il est considéré d'une multitude. Quand je dis multitude, c'est vraiment beaucoup, beaucoup. Ce n'est pas une infinité forcément, mais c'est beaucoup, 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 beaucoup d'univers qui sont tous différents les uns des autres et qui coexistent. Et la théorie d'Everett est quelque chose qu'ils aiment bien manipuler pour expliquer cela, même si ça pose des problèmes et que ça a un statut un peu controversé quand même. Alors, je vais m'arrêter là sur les interprétations anciennes. Je vais considérer aujourd'hui qu'aucune de ces interprétations-là n'est satisfaisante et donc ça nécessite d'autres choses que je vais décrire. Je vais vous montrer rapidement, je vais essayer d'aller vite là-dessus parce que sinon on n'aura pas le temps avant 8 heures, de vous parler de la non-séparabilité qui est une autre des difficultés de la mécanique quantique et qui est issue essentiellement du fait qu'Einstein n'aimait pas la mécanique quantique, alors qu'il avait été un élément essentiel, parce que sans Einstein, sa prise au sérieux de la quantification de l'énergie pour expliquer l'effet photoélectrique et les travaux qu'il a fait au départ, en considérant que le photon était vraiment une particule, ce qui n'était pas du tout le cas de manière consensuelle à l'époque, la mécanique quantique n'aurait jamais vu le jour. Mais le développement ultérieur qui a été fait par Heisenberg, Dirac, Pauli, Jordan et des physiciens comme ça, déplaisait beaucoup à Einstein, qui était un réaliste et qui n'aimait pas du tout, tout ce que je viens d'expliquer là, ça ne lui plaisait pas du tout. Et notamment, le non-déterminisme de la mécanique quantique ne lui plaisait pas du tout. Il y a la fameuse phrase « Dieu ne joue pas au dé », à laquelle Bohr avait répondu à Einstein, mais qui êtes-vous Einstein pour dire à Dieu ce qu'il doit faire? Et ça c'est moins connu que la première phrase qui est très connue. Et il y avait le débat Bohr-Einstein où ils se sont affrontés toute leur vie, justement parce que Bohr défendait tout ce que je viens de décrire en disant c'est comme ça. Et Einstein disait non, la mécanique quantique fonctionne, mais c'est une théorie insatisfaisante et je ne l'aime pas. Et donc Einstein a passé son temps à essayer de trouver des arguments pour montrer que la mécanique quantique n'était pas une théorie satisfaisante. Et un des arguments qu'il a énoncé en 1935, la mécanique quantique avait 10 ans à l'époque, hein. Donc il faut quand même voir qu'aujourd'hui la mécanique quantique a quasiment 90 ans, même plus, 95 ans, pas loin. Là je parle d'éléments qui sont passés 10 ans après sa création. Et déjà 10 ans après sa création, Einstein a émis ce fameux paradoxe dit d'Einstein, Podolsky et Rosen, qui avait pour but de montrer que la mécanique quantique était incomplète. C'est-à-dire, l'idée d'Einstein était de dire, par un certain nombre d'arguments que je ne vais pas détailler là parce que ça va être trop long, de montrer que cet état psi, qui ne décrit pas la valeur qu'ont les propriétés d'un système, comme je l'ai montré, mais simplement la probabilité que le système peut montrer telle ou telle valeur si on fait une mesure, n'est qu'une insuffisance et qu'une théorie plus satisfaisante, qui serait en dessous de la mécanique quantique, plus fondamentale en quelque sorte, permettrait de récupérer cette valeur définie des propriétés comme en physique classique. Et l'idée qu'avait Einstein à l'époque était la même que celle que vous connaissez, qui préside à l'idée selon laquelle, vous savez qu'en thermodynamique on fait des probabilités, mais que la théorie sous-jacente de la thermodynamique, c'est la physique statistique, où on peut récupérer tous les résultats de la thermodynamique en expliquant qu'en fait un gaz est composé de molécules et que, par exemple, la température, c'est l'énergie cinétique d'agitation de ces molécules. Et on récupère cela de manière probabiliste avec en dessous des éléments qui, eux, obéissent à des lois déterministes. Et Einstein essayait cela
en voulant montrer que la mécanique quantique était incomplète et qu'il fallait chercher une théorie plus précise. Ce qu'on appelle les théories à variables cachées. Théorie à variables cachées, c'est une théorie qui retrouve les résultats de la mécanique quantique, mais qui est plus profonde et qui arrive à décrire les particules comme étant des objets qui possèdent de bonnes propriétés, pour revenir au réalisme classique. Alors il a émis ce paradoxe. Bon, je vais y revenir rapidement, mais je vous fais l'historique de ce paradoxe. Il y a eu un débat qui était un débat d'idées entre Bohr et Einstein qui était violent, mais à un très haut niveau bien sûr, parce que tous les deux étaient deux génies, donc quand ils discutaient entre eux, même s'ils n'étaient pas d'accord, c'était toujours absolument fabuleux. Et lire les échanges entre Einstein et Bohr, c'est quelque chose de fabuleux. Mais ça restait un débat d'idées. Et John Bell, en 1964, a fait un résultat extraordinaire parce qu'il a émis ce qu'on appelle les inégalités de Bell, qui permettent de montrer que si la mécanique quantique est vraie, certaines inégalités dans les mesures qu'on fait doivent être vérifiées, doivent être violées, pardon, alors que ces inégalités sont vérifiées si on est dans un cadre classique, donc des théories à variables cachées dites locales. Et ces inégalités permettaient de donner un sens mathématique au débat qui restait un peu philosophique entre Bohr et Einstein. Et ça a été la première fois, grâce à Bell, qu'on a pu donner un critère qui permettrait de décider entre les deux. Encore fallait-il être capable de faire l'expérience qui permettait de trancher, ce qui était à l'époque totalement impensable. Bell a donc émis ces inégalités, qui sont formalisme rigoureux, mais bien évidemment restait à voir qui avait raison. Et à l'époque, pas mal de gens se disaient la mécanique quantique va être mise en défaut et les inégalités de Bell ne vont pas être violées, et donc on va avoir la preuve que ce sont les théories variables cachées locales qui fonctionnent. Et en 1981, il y avait eu quelques expériences avant, mais la première expérience digne de ce nom a été faite par Alain Aspect en 1981, et il a montré que c'était la mécanique quantique qui avait raison. Les inégalités étaient bien violées, et par conséquent, les théories à variables cachées locales, c'est-à-dire qui attribuent des valeurs bien déterminées aux propriétés des systèmes, étaient réfutées. Alors j'insiste sur une chose, c'est que quelles que soient les tentatives qu'on peut vouloir faire d'écrire des formalismes alternatifs à la mécanique quantique, pour que ces formalismes soient acceptables, il faut bien sûr qu'ils soient en accord avec les prévisions vérifiées de la mécanique quantique, mais il faut aussi qu'ils soient en accord avec les expériences autres qu'on a faites. Et l'expérience d'Aspect est une expérience qui ne nécessite pas de connaître la mécanique quantique. C'est une expérience qui est une expérience de corrélation entre des résultats de mesure qui s'applique indépendamment de la mécanique quantique. Et que donc toute tentative de construire une théorie qui serait en contradiction avec les résultats de l'expérience d'Aspect serait réfutée expérimentalement. Et que ça élimine toute une classe de théories qu'on espérait construire avant, du temps d'Einstein, et qui aujourd'hui sont abandonnées parce qu'elles ont été réfutées expérimentalement. Donc aujourd'hui, l'idée consistante à dire un jour un physicien génial construira une théorie qui enfin va donner des bons résultats, mais qui revient à des choses un peu plus raisonnables que les folies que nous raconte la mécanique quantique, ça, il faut l'oublier. Alors, quelles sont maintenant les conséquences de la non-séparabilité? Alors, je montre rapidement comment ça marche. On a en fait deux particules dites intriquées, c'est-à-dire qu'on les a fait interagir, et elles sont dans un état de ce style-là. En général, on dit qu'on prend des particules de spin mi qu'on fait interagir pour qu'elles soient dans un état qu'on appelle l'état singulé. L'état singulé, c'est un état où le spin total est 0, et où donc, quand on va mesurer le spin de l'une des particules, si on trouve plus, on va trouver moins pour l'autre, et vice-versa. Et ça se décrit, dans le formalisme quantique, ça se décrit de cette manière-là. Donc si une mesure de la particule A donne plus, une mesure de la particule B donnera moins, et vice-versa. Et alors ce qui est intéressant, c'est que, ça c'est l'argument d'Einstein, c'est vrai quelle que soit la distance entre A et B. Quelle que soit la distance entre A et B. Et d'autre part, que ça se produit instantanément. C'est-à-dire que si j'ai fait mon expérience d'intrication des deux particules et que j'envoie l'une des particules à Lille et l'autre à Marseille, et qu'à la même heure, les physiciens font une mesure, eh bien, si le physicien de Marseille mesure plus, le physicien de Lille, une microseconde après, va mesurer moins. Et quand je dis une microseconde après, c'est même moins, il faudrait faire le calcul, je ne sais pas combien la lumière met de temps
entre Marseille et Lille, mais en réalité, ça se produit dans ce qu'on appelle un intervalle du genre temps, du genre espace, c'est-à-dire qu'en fait, la lumière n'a pas le temps de se propager, donc ça va plus vite que la lumière. Ce qui, en plus, est, pour Einstein, inacceptable, puisque ça contredisait la relativité, s'il y avait une action physique. Et quand Einstein a montré cela, il a dit, ça prouve bien qu'il y a un problème, sauf si vous pouvez faire la même expérience en mettant deux enveloppes que vous allez mettre ensemble. Vous avez un papier noir, un papier blanc, vous mettez un papier noir dans une enveloppe, un papier blanc dans l'autre. Les gens s'en vont à Paris, à Lille et à Marseille. Et si le physicien qui ouvre l'enveloppe à Marseille voit un truc blanc, il va en déduire que l'autre va trouver noir. Il n'y a aucun mystère, puisque dès le début, c'était comme ça. Donc le seul moyen d'expliquer ce type de résultat, c'est de dire, dès le début, dès que les particules se séparent, les choses sont déjà déterminées. Or, la mécanique quantique, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, ne permet pas de le dire. Donc, pour Einstein, ça prouve que la mécanique quantique est incomplète, puisque en mécanique quantique, on n'a pas le droit de le dire, alors que c'est évident que ça doit être comme ça, sinon c'est incompréhensible, et par conséquent, la mécanique quantique doit être complétée. Voilà, raisonnement d'Einstein. Alors, en fait, les variables cachées locales, c'est donc ce que propose Einstein, eh bien ça, c'est précisément ce que les inégalités de Bell violées dans l'expérience d'aspect réfutent. C'est-à-dire que l'explication consistant à dire que les dés sont jetés au moment où les deux systèmes se séparent, donc finalement, même si la mécanique quantique échoue à décrire ça, c'est qu'il faut faire une autre théorie qui marchera mieux, mais c'est comme ça que ça se passe. En réalité, aucune théorie qui va pouvoir prétendre que les choses sont jouées au départ n'est conforme à l'expérimentation. Par conséquent, ça ne se détermine pas au départ, aussi étrange que ça puisse paraître. Qu'est-ce qu'il faut en conclure? Alors, il y a eu, là aussi, des milliers d'articles qui ont été écrits là-dessus. Première chose, c'est que si deux systèmes ont interagi, eh bien, ils ne peuvent plus être considérés comme des entités individuelles, mais ils doivent être pensés comme un tout. C'est-à-dire que les deux électrons qui ont interagi, donc on n'est pas mesuré, on ne peut plus considérer que ce sont deux systèmes. Ils forment un système individuel. Alors, à ce stade-là, on a déjà un élément de plus par rapport à ce que j'ai indiqué tout à l'heure, mais je ne vais pas avoir le temps de vraiment présenter la décohérence, parce que ça va être un peu trop long. Pour vous montrer déjà à ce stade-là que la manière dont la mécanique quantique décrit, on va dire les objets, bien que ce ne soit plus des objets comme on a l'habitude de le faire, est totalement différente de la manière dont on pouvait concevoir ces objets tant qu'on restait dans le cadre de la physique classique. En physique classique, les objets avaient des existences indépendantes, ils étaient autonomes, ils avaient des propriétés, ils existaient qu'on les regarde ou qu'on ne les regarde pas. La physique quantique met tout ça par terre. Et en physique quantique, on n'a tout simplement plus le droit de considérer que les objets existent et ont des propriétés définies indépendamment de toute observation. On ne peut plus considérer que des objets qui ont interagi et qui sont distants sont des objets différents. Même s'ils sont distants de 1000 années-lumière, tant qu'on n'a pas fait de mesure dessus, ils doivent être considérés comme un seul et même objet, et une action de l'un va avoir une action instantanée sur l'autre. Rien que cela, ça donne déjà une idée de la manière dont la mécanique quantique décrit les constituants du monde macroscopique, puisque finalement, les objets microscopiques ne sont rien d'autre que les constituants du monde macroscopique. Mais sa manière dont la mécanique quantique les décrit est en contradiction totale avec les idées du réalisme que j'ai appelé tout à l'heure naïf, qui consiste à penser ce que nous pensons habituellement des objets qui nous entourent. Une des questions fondamentales qu'on va se poser alors, et je vais en parler rapidement avec la décohérence, c'est de se dire, mais comment est-il possible qu'avec des objets qui sont définis microscopiquement de cette manière complètement surréaliste et aberrante, on ait un monde macroscopique qui, malgré tout, se comporte à peu près bien. On est quand même assez confiant dans notre intuition. Quand on se promène dans la rue ou qu'on est dans une salle, on a assez peu de doutes sur le fait que si on s'assoit sur une chaise, on ne va pas tomber par terre. Donc comment c'est possible? Comment arriver à concilier le fait que le monde macroscopique soit conforme à notre intuition alors que le monde microscopique, il est totalement différent? Une des questions qu'on peut se poser, c'est notamment, comme je l'ai dit tout à l'heure, lorsqu'un appareil de mesure interagit avec un système microscopique dans un état superposé, il s'intrique avec lui, selon l'équation de Schrödinger,
et il devrait lui aussi être dans un état superposé. Donc pour quelle raison n'observe-t-on jamais de superposition dans les objets macroscopiques? Ça, c'est une question à laquelle on n'avait pas de réponse. Il y avait beaucoup de tentatives d'explication, plus ou moins valables ou plus ou moins étranges, mais il n'y avait pas de réponse jusqu'à dans les années 80, donc ça c'est relativement plus récent. Et la réponse a été donnée de manière plus rigoureuse, essentiellement par la théorie de la décohérence, qui est, je vais aller assez vite là-dessus, qui a été initiée par un physicien qui s'appelle Zé au départ, et qui a été ensuite formalisée de manière plus rigoureuse par Vurek en 1981. Grosso modo, Zé a fait la remarque fondamentale suivante, c'est que lorsqu'on parle de la mesure d'un système, on parle du système, on parle de l'appareil de mesure, on parle de l'observateur, mais on oublie un élément fondamental, c'est qu'aucun appareil n'est réellement isolé, aucun système n'est réellement isolé, il y a un environnement. Et cet environnement, en fait, lui-même, il s'enchevêtre avec le tout. C'est-à-dire qu'en fait, dans l'équation superposée que j'ai montrée tout à l'heure, où il y avait l'appareil enchevêtré avec l'objet, eh bien, Zé dit il faut rajouter à cela l'environnement, qui lui-même va s'enchevêtrer avec l'appareil, qui lui-même va s'enchevêtrer avec l'objet. Alors, on va me dire qu'est-ce qu'on y gagne, parce que si on a un truc encore plus compliqué, on ne va pas encore en avancer. Et Zé fait la remarque suivante, c'est qu'on n'a pas la possibilité d'observer la totalité des états de l'environnement. L'environnement, c'est par exemple l'ensemble des atomes de l'air ambiant autour de l'appareil, etc. Or, le nombre de degrés de liberté de cet environnement, lui, il est faramineux et on ne peut jamais l'observer. Ou plus exactement, pour pouvoir observer cela et faire les mesures de toutes les propriétés de ce système-là, eh bien, il faudrait un appareil de mesure qui serait plus grand que l'univers. Bon. Et puis un temps... bon. Donc, de toute façon, pratiquement, ce n'est pas possible. Or, il se trouve, donc on ne les observe pas, ces propriétés, on n'a pas les possibilités matérielles de l'observer. Et il se trouve que la mécanique quantique donne une règle mathématique qui permet, quand on a un système global qui est constitué de sous-systèmes, d'extraire mathématiquement un état du sous-système qui correspond aux mêmes prédictions qu'on obtiendrait sur l'état réel, qui est l'état complet, à partir du moment où on va s'abstenir de faire certaines observations. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que mathématiquement ça devient plus compliqué, mais grosso modo, imaginez tout simplement que vous avez un état enchevêtré complètement superposé et qu'il y a une règle qui permet de dire si je m'oblige, on n'a pas le choix de toute façon, mais enfin je vais prendre la règle morale de considérer que je ne vais pas faire telle et telle et telle et telle observation, eh bien je vais pouvoir prendre cet état compliqué et je vais calculer un état beaucoup plus simple qui va donner les mêmes résultats que l'état compliqué, du moment que je m'abstiens de faire certaines observations. Et quand on fait cela sur le vecteur d'état extrêmement compliqué du système, de l'appareil de mesure et de l'environnement, eh bien, il se trouve que on sort de la superposition d'états et que là, on obtient des choses qui ne sont plus superposées. Donc cette opération mathématique qui revient à dire je vais volontairement considérer que je n'observais pas certaines parties de l'environnement, aboutit à ce qu'on souhaite, c'est-à-dire qu'elle aboutit au fait que le vecteur d'état n'est plus superposé, mais devient réduit. Oui. C'est un peu ce qui se passe dans les perceptions, en fait. Dans les perceptions de la conscience. Oui. C'est la même chose. Alors, elles ne tiennent pas compte. d'un certain nombre de choses. On a un filtre qui élimine plein de choses. Et là, c'est la même chose. Et là, mathématiquement, c'est la même chose. Et même, je vais aller plus loin, c'est que le parallèle avec la conscience va être encore plus fort ensuite. Parce que ça, c'est la théorie de la décohérence qui, telle que je viens de la décrire, semble donner une solution. Alors, il y a quelques petits problèmes qui ont été, dès le début, vus. C'est que le temps nécessaire pour que ça se passe, il décroît... alors, non, ça, je vais le passer. Mais c'est que, en fait... bon, je vais d'abord expliquer un truc, ce qui veut dire que dans ce cas-là, on va dire qu'un système est quantique, c'est-à-dire qu'il est superposé quand il est isolé, mais dès lors qu'il est ouvert et donc qu'il est en interaction avec un environnement, là, grâce à la décohérence, on arrive à retrouver mathématiquement des états qui ne sont plus des états superposés. Et entre parenthèses, les expériences qui ont été menées, notamment par Serge Roche, sont des expériences qui regardent un système mésoscopique
Donc c'est quelques, je ne sais plus combien exactement, enfin, quelques dizaines ou quelques centaines d'atomes. Donc ce n'est pas un, mais c'est quelques dizaines ou quelques centaines. Et il est capable de montrer et d'observer le temps de décohérence, c'est-à-dire le moment où ils sont superposés, puis le moment où tout d'un coup ils ne vont plus l'être, avec des courbes de décroissance qui sont très claires. C'est pour ça qu'il a le prix Nobel. Oui. Juste une preuve. Sur les termes que vous utilisez, superposition, enchevêtré et intrication. Oui. Enchevêtré, alors enchevêtré et intriqué. Alors superposition, c'est un système qui peut être dans un état qui correspond à plusieurs états macroscopiques possibles. Par exemple, X, position Y, un état superposé, ça va être un état qui est décrit par alpha X plus bêta Y. Ça, c'est superposé. Mais y compris pour une seule particule. Pour une seule. Là, je parle d'une seule particule. Hein. Une seule particule, on va parler d'un état superposé lorsqu'il va être dans un état qui est une combinaison linéaire d'états qui, eux, s'interprètent chacun comme, de manière macroscopique, de manière claire. Donc position X, position Y, eh bien un état superposé, ça va être alpha X plus bêta Y. L'intrication, ce qui est synonyme de l'enchevêtrement, c'est quand il y a deux systèmes. Et s'il y a deux systèmes, leur vecteur d'état commun, enfin global, va être le produit tensoriel des vecteurs de chacun des deux systèmes. Mais ce produit tensoriel n'est pas forcément un produit tensoriel de deux vecteurs qui chacun va s'interpréter de manière macroscopique, mais peut être ce qu'on appelle enchevêtré, c'est-à-dire que ça peut être alpha x croix x' pour la deuxième particule, plus bêta y croix y' pour la deuxième particule. Et c'est lorsque ça ne se factorise pas, justement, qu'on appelle ça enchevêtré ou intriqué. C'est en fait, mathématiquement, c'est très simple, c'est tout simplement quand vous faites un produit d'espace de Hilbert, vous avez des vecteurs qui ne sont pas forcément factorisables dans n'importe quelle base. Et lorsque vous mettez la description dans une base de l'espace produit tensoriel, lorsque vous avez des vecteurs qui ne sont pas factorisés comme des produits tensoriels de chacun des vecteurs de base. Et c'est dans ce cas-là qu'on est dans les états intriqués. Alors, tel que je l'ai décrit tout à l'heure, la décohérence, on a l'impression que ça résout le problème. Et d'ailleurs, dans les premiers papiers de Zurek, il avait dit, bon, bah, ça y est, plus de problème, j'ai tout réglé. Bon. En réalité, la décohérence ne règle pas le problème de la mesure. Elle le règle en ce qu'on appelle FAP, c'est-à-dire for all practical purposes, c'est-à-dire en pratique, ça marche, pas de problème. Mais conceptuellement parlant, ça ne marche pas. Alors, des problèmes non résolus. Premier problème, mais ça c'est moins gênant, c'est qu'en fait on peut montrer qu'au bout d'un temps très long, c'est ce qu'on appelle le temps de récurrence de Poincaré, qui est valable dans tous les systèmes dynamiques. Alors c'est très très long, hein, c'est beaucoup plus que l'âge de l'univers, donc c'est pas très gênant. Le système, il est de nouveau dans un état superposé. Bon. Mais s'il faut attendre, vous savez, ce qu'on raconte souvent comme blague pour le temps de Poincaré, c'est que le meilleur moyen de réparer un pneu crevé, c'est d'attendre suffisamment longtemps qu'il se regonfle tout seul. Ce qui se produira inévitablement à cause de la récurrence de Poincaré, mais dans un temps qui dépasse l'âge de l'univers, donc il ne faut pas être trop pressé. Donc là, ça ne nous gêne pas beaucoup. En revanche, dans la décohérence, j'ai bien dit une chose, c'est que la raison pour laquelle on est capable d'aboutir à ces états réduits, c'est qu'on s'abstient de faire certaines mesures. Mais c'est une sorte de tour de passe-passe. Parce qu'en réalité, si on veut considérer que les choses sont ce qu'elles sont, même si je ne regarde pas, parce que je ne peux pas regarder, parce que c'est trop compliqué, ou parce que je décide de ne pas regarder, les choses sont là. Et comme les choses sont là, l'essence même du système reste superposée, reste quantique. Donc j'ai un tour de passe-passe mathématique qui me permet d'aboutir au bon résultat, mais c'est un peu la même illusion, un peu, en plus compliqué, mais ça revient à peu près à ça. Bernard d'Espagna, qui est un des pionniers en France de ces sujets-là, et appelait ça une entourloupette. Pourquoi? Parce que c'est comme quand j'ai montré tout à l'heure que quand vous avez un état superposé, si vous faites uniquement la mesure des propriétés dans la base, qui est la base qui vous a permis d'écrire l'état superposé, vous pouvez très bien en conclure que les particules sont déjà dans un état défini. Ça donnera le même résultat si vous vous abstenez de faire des mesures sur le reste. Mais les mesures sur le reste, c'est ça qui vous permet de montrer que ce n'est pas vrai. Et là, grosso modo, avec des choses qui mathématiquement sont beaucoup plus complexes et avec des concepts beaucoup plus sophistiqués, c'est un peu la même entourloupette, c'est-à-dire qu'en réalité, on aboutit au résultat simplement parce qu'on fait ça. Et c'est pas conceptuellement parlant, alors ça marche, mais conceptuellement parlant, c'est gênant. Alors, c'est moins gênant que dans le cas des états superposés, parce que dans les états superposés, si on faisait ça, n'importe quel physicien peut arriver et dire hey, bon, je te le montre, c'est différent. Là, personne au monde n'est capable de le faire, parce qu'encore une fois, il faudra un appareil de mesure plus grand que l'univers.
Peu de physiciens qui en disposent sous la main comme ça. Mais sur le principe, c'est la même malhonnêteté intellectuelle. Donc le problème de la mesure n'est pas résolu. Alors, ce qu'on a expliqué là, c'est l'apparence du monde, c'est-à-dire pourquoi ça nous apparaît comme ça. Mais en fait, cette apparence-là repose sur le fait que nos capacités mentales et techniques sont limitées, mais ça n'explique pas la réalité au sens fort du terme. Et le fait que les objets qui constituent le monde quotidien semblent exister au sens fort, comme dans le réalisme classique, n'est absolument pas expliqué. Et même Zurek, qui dans ses premiers papiers avait dit « ça y est, j'ai rétabli le réalisme en physique quantique », à la non-opérabilité qu'il avait passé par son problème, donc il n'avait pas traité. En réalité, et dans ses papiers, après il a été fortement critiqué, entre autres par Bernard d'Espagnat, il est revenu en arrière en disant « bon, je vais être plus prudent, ce que j'explique c'est simplement, en gros, pourquoi ça nous apparaît comme ça, mais je ne peux pas prétendre que c'est la réalité au sens fort du terme. » Alors, je vais aller vite maintenant. Grosso modo, à ce stade-là, on va considérer que le monde est quantique dans son essence, il reste quantique, et que tout ce qu'il constitue est dans un état superposé. Et ça reste tout le temps dans un état superposé. Donc, ça interdit de penser que, même si on ne peut pas le voir, ça interdit de penser que les objets ont des propriétés bien définies ou existent au sens habituel du terme. Ce qui se passe, c'est que les capacités cognitives de notre cerveau nous empêchent d'en prendre conscience. Et c'est parce que notre cerveau est limité, ou nos capacités perceptives sont limitées, que le monde nous apparaît comme il nous apparaît. Mais si on imagine des gens qui auraient des capacités perceptives bien au-delà des capacités humaines, eh bien, il est vraisemblable que le monde leur apparaîtrait totalement différent de ce qui nous apparaît à nous. Bon. Ça, c'est une première conclusion sur laquelle la plupart des physiciens sont... Enfin, la plupart. Un certain nombre, je ne vais pas faire de statistiques là-dessus, sont presque d'accord en disant que ça n'a pas d'importance parce que de toute façon, parler de choses qui sont au-delà de nos capacités perceptives n'a pas de sens. Bon. Alors, c'est là qu'il y a une sorte de dichotomie entre ceux qui prennent ça vraiment au sérieux, ceux qui disent que ça n'a pas d'importance et ceux qui ne veulent même pas réfléchir à ça parce qu'ils considèrent que ce n'est pas de la physique. Bon. On a eu beaucoup de débats qui ont fait l'objet d'un livre qui s'appelle Le monde quantique, avec un groupe de physiciens où on parlait de ces sujets-là pendant 3 ans, et nous sommes restés chacun sur nos positions, sachant que les expérimentateurs, il y avait notamment dans le groupe dans lequel on était, il y avait un des plus proches collaborateurs de Serge Haroche, qui, en tant que physicien expérimentateur, est quelqu'un d'exceptionnel, mais qui, en tant qu'expérimentateur, s'accrochait au réalisme. Il disait, mais arrêtez de nous embêter avec vos histoires farfelues, arrêtez ça. Bon. Et puis des gens qui sont plus orientés philosophiquement, dont Bernard d'Espagnat, qui était l'initiateur de ce groupe, et qui, lui, a voulu rester extrêmement précis sur le fait que ça n'est pas parce que, en pratique, les choses apparaissent comme cela, qu'en principe, elles le font. Et cette distinction entre en principe et en pratique est extrêmement importante pour un certain nombre de gens et pas pour d'autres. Et c'est là tout ce qui fait la différence entre les différentes positions. Alors, je vais m'arrêter là avec simplement une chose, c'est que je vais revenir, j'ai dit que moi, en ce qui me concerne, je défends une position que j'appelle le solipsisme convivial, sur laquelle j'ai publié un certain nombre de papiers, et qui permet de résoudre le problème de la mesure. Parce que là, avec tout ce que j'ai dit, même avec la conclusion précédente, le problème de la mesure n'est toujours pas résolu. On n'a pas d'explication de ce qu'est une mesure ou de définition rigoureuse de ce qu'est une mesure. Donc il n'y a aucun moyen conceptuel de faire la différence entre l'application de l'équation de Schrödinger et l'application de l'utilisation du principe de réduction. Dans le solipsisme convivial, et j'ai volontairement créé ce terme qu'on m'a beaucoup reproché parce que d'abord les physiciens n'aiment pas le terme de solipsisme, qui détestent, en plus parce que solipsisme convivial c'est un oxymore, dans la mesure évidemment le solipsisme croit qu'il est tout seul, et moi dans mon interprétation on n'est pas seul. Mais j'ai volontairement choisi ce terme parce que c'est l'idée suivante. Je reprends un peu l'idée qu'avaient von Neumann, London et Bauer et Wigner en disant que ce qui caractérise une mesure, c'est exclusivement le fait que quelqu'un prenne conscience d'un résultat de mesure. Donc la mesure nécessite une conscience. Tant qu'il n'y a pas une conscience qui prend connaissance d'un résultat, tant qu'il n'y a pas une perception, il n'y a pas de mesure. Ça, c'est quelque chose que beaucoup de physiciens rejettent
J'ai eu un certain nombre de mes papiers qui, dans une première étape, m'ont été refusés par la FRI, qui m'ont dit « mais arrêtez, on fait de la physique, on ne fait pas de la psychologie, on ne veut pas de conscience ». Bon. Il y a un blocage assez net de la, un peu moins maintenant, mais de la communauté des physiciens sur ce type de choses, surtout les physiciens qui s'accrochent au réalisme et qui ne veulent pas entendre parler de tout ça. Bon. Encore que les choses évoluent maintenant. Moi, dans ma présentation, il y a la conscience qui est indispensable, et lorsqu'il y a une conscience qui prend connaissance d'un résultat, eh bien, il y a une mesure. Maintenant, que se passe-t-il? Ce que disait von Neumann, c'est que la conscience est un processus ou quelque chose qui est dans une vision dualiste des choses, n'est pas sujet à la mécanique quantique, c'est quelque chose d'autre. Il y a un dualisme fort, bien que la conscience puisse avoir une action physique sur le système pour réduire son état à un état non superposé. Dans ma position, je dis quelque chose de totalement différent. Je dis simplement que le monde évolue et reste dans un état superposé en permanence, y compris nous-mêmes, y compris les particules physiques qui constituent notre cerveau. Je ne pense pas que la conscience soit une sorte de substance qui échappe à la mécanique quantique ou quelque chose de dualiste, à la Descartes, puisque c'est ce que défendait Descartes. Ce n'est pas du tout ma conception. Je considère que la conscience est un phénomène émergent d'un mécanisme extrêmement complexe, mais purement physique, que pour le moment on n'est pas capable d'expliquer, qui nous échappe. Je ne prétends évidemment pas expliquer la conscience, c'est un des plus grands mystères de la science d'aujourd'hui. Je ne sais pas si en combien d'années, de dizaines d'années ou de siècles, il faudra pour qu'on arrive à comprendre, si on comprend un jour. Mais je la prends telle qu'elle, mais en ne postulant pas que c'est une position dualiste. Je dis simplement que la conscience agit comme un filtre. Ça, c'est une position néo-kantienne, en quelque sorte. C'est-à-dire que nous ne sommes capables de percevoir qu'un certain nombre de choses avec, non pas les catégories kantiennes, mais qui ont été réfutées, mais ce qu'on appelle le néo-kantisme, qui est la position kantienne adaptée à la physique moderne, qui grosso modo consiste à dire qu'on ne peut effectivement pas percevoir n'importe quoi et qu'on a donc des filtres. Et il se trouve que ces filtres, quand on regarde un univers superposé, et qu'on en fait partie, nous amènent, pour des raisons que je suis évidemment incapable d'expliquer, à ne percevoir qu'une coupe de cette vision globale, et cette coupe correspond au monde macroscopique ou à la vision macroscopique que nous avons des choses. Mais ça n'est pas pour autant qu'il y a une action de la conscience sur le monde. C'est un peu l'analogue, bien que ça soit une analogie qui a ses limites, mais c'est un peu l'analogue pour faire comprendre. Si vous regardez un film en couleur avec des lunettes jaunes, le film il est en couleur, vous n'agissez pas sur le film, mais vous le verrez jaune, parce que vos lunettes ne laissent passer que le jaune. Eh bien, c'est un peu la même chose qui se passe, selon ma conception. La conscience a des filtres qui ne vous permettent pas de voir l'état superposé du monde, mais qui ne vous permet d'en voir que ce que nous en voyons et que nous avons l'habitude de voir, parce que l'état superposé du monde fait partie des choses qui, perceptuellement, nous échappent. Donc, chaque observateur, lorsqu'il fait une mesure, va en voir quelque chose qui correspond à ce que nous percevons. Ça correspond donc au principe de réduction de paquets d'ondes qui s'applique à ce moment-là. Et ça se passe de manière aléatoire, un peu comme si vous preniez une paire de lunettes au hasard dans un sac et que vous ne savez pas la couleur au départ. En revanche, il y a un certain nombre de règles, que je ne vais pas décrire ici, qui régissent la manière dont ça se passe. Et pourquoi ça s'appelle solipsisme? Tout simplement parce que rien ne garantit que la manière dont moi, ma conscience va agir comme filtre, va être la même que la manière dont mon voisin, la conscience de mon voisin va agir. Donc rien ne garantit que je vais voir un monde macroscopique identique à celui de mon voisin. Alors je sais bien que ça paraît étrange, mais d'une certaine manière, chacun voit son propre monde. Mais, et on peut le démontrer mathématiquement, les règles de la mécanique quantique font que il n'y a aucun moyen de se rendre compte que je suis en désaccord avec mon voisin. Et si je communique avec mon voisin, c'est-à-dire avec la superposition de ce qu'il est, puisque en dehors de moi et de ma conscience, tout reste superposé, moi y compris, mais je ne m'en rends pas compte. Eh bien, mon voisin me parlera d'une manière qui est complètement compatible et conforme avec ce que ma conscience a filtré. De même que si lui parle avec moi, ce que je lui dirai pour lui est totalement compatible avec ce que lui voit dans son filtre personnel. C'est dans ce sens-là que c'est convivial. Donc c'est un solipsisme au sens où chacun vit dans son monde, mais il est convivial parce qu'il y a quand même la place pour les autres et où il n'y a aucun moyen d'avoir un désaccord quand nous nous parlons pour dire « moi j'ai vu plus quand toi tu as vu moins ». Et ça se démontre mathématiquement, ça. Et ça, c'est un moyen de résoudre le problème de la mesure qui certes aboutit à des conclusions philosophiques un peu étranges,
parce que la vision du monde que cela donne est totalement différente de celle qu'on a l'habitude d'adopter. Ça peut choquer même énormément, ça peut sembler complètement surréaliste. Mais en termes de logique pure et de formalisme mathématique, c'est cohérent et il n'y a plus de contradiction. Voilà, je vous remercie, je vais m'arrêter là.